Eh bien, nous sommes toujours sur nos tables rondes avec ce grand sujet, les biodéchets et les litières végétales. Et j'ai le très grand plaisir d'accueillir Jean-Michel Buff, président du Conseil national de l'économie circulaire, mais pas seulement. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis surtout, que vous nous donniez votre sentiment sur cette question des litières végétales. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous aviez vraiment idée de cet enjeu environnemental que ça représentait? Et j'en profite pour saluer et présenter notre deuxième intervenante. Bonjour Stéphanie Debert. Bonjour. Qui est chargée de mission biodéchets à la communauté d'agglomération de Sorgues-les-Comtats, c'est ça? Des Sorgues du Comtat, oui, dans le Vaucluse. Tout à fait. Et qui viendra et qui dialoguera avec nous et qui viendra nous présenter les réalités également du terrain. À vous, Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là ce matin parce que c'est un sujet qui est, comme on dit, sous les radars et qu'il faut absolument mettre en lumière. Alors, je vais être très bref dans ma présentation en tant qu'élu. Je suis élu depuis 2008 dans une commune de Loire-Atlantique qui s'appelle Blain. Je suis maire depuis 2014 et je suis, au travers de mes différents mandats, je suis vice-président de la communauté de communes en charge de l'environnement. Je suis président d'un syndicat de traitement des déchets qui s'appelle le syndicat mixte Centre-Nord-Atlantique pour à peu près 200 000 habitants, toujours en Loire-Atlantique. Je suis conseiller régional des Pays de la Loire en charge des déchets de l'économie circulaire. Et puis, au travers de ces différents titres électifs, j'ai des représentations au niveau national, dont une qui est celle de la présidence du Conseil national de l'économie circulaire. Alors, le sujet ne m'est pas inconnu parce qu'au sein même de notre syndicat de traitement des déchets, nous avons mené une expérimentation. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les aspects techniques et scientifiques qui ont été développés par Michael et Christophe parce que vous êtes bien évidemment plus en connaissance que moi sur le sujet, mais on a voulu, au travers d'un refuge pour animaux, expérimenter. C'est-à-dire se dire, avant les obligations réglementaires de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et le tri à la source des biodéchets, on a voulu mettre, nous, en place l'idée qu'il faut faire quelque chose. Et on est parti sur un site de collecte d'abord dans un premier temps, c'est-à-dire d'avoir les bacs qui puissent collecter avec une collecte importante, puisque dans un refuge, on commence à avoir quand même beaucoup de déjections félines. Et à partir de là, d'avoir le même process en ayant un maître composteur et puis après avoir aussi des guides composteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont là au quotidien pour faire le travail manuel et voir de quelle manière on pouvait aller vers le sujet complémentaire qui est celui du site de compostage définitif et là en matière sur un site qui soit beaucoup plus conséquent puisque notre syndicat de traitement des déchets en fait il a la particularité d'avoir à peu près un peu plus de 40 communes. Mais nous avons un site d'enfouissement, 36 000 tonnes par an, nous avons 19 déchetteries, nous avons 2 matériothèques, 4 recycleries et une plateforme de compostage. Et donc l'idée à terme, c'est de se dire, ces apports, on pourrait monter en puissance sur ces fameux andins qui sont donc de manière conséquente et qui permettent de monter en température et avoir la capacité de les traiter. Alors, de l'expérience, on en a retenu quoi? D'abord que c'était très compliqué. C'est-à-dire que les apports en déjection féline sont conséquents. Et donc, il faut des apports complémentaires en biodéchets. Comment aller les collecter, ces apports complémentaires en biodéchets? Et puis en matière sèche. Et donc, pour trouver le bon équilibre carbone-azote qui nous permette de dire, sans rentrer dans les détails techniques sanitaires et les autorisations nécessaires, mais de dire, à minima, on sait qu'on peut apporter sur notre plateforme de compostage ce qu'on a collecté sur ce site. Donc l'expérimentation, on l'a arrêtée un petit peu, on l'a mise en stand-by parce que derrière, on s'est adressé à une société qui était en capacité sur le papier de pouvoir faire, mais c'était un peu trop compliqué. Donc on attend là, de notre côté, les évolutions réglementaires, bien évidemment, les évolutions techniques et scientifiques pour continuer l'expérimentation et bien évidemment la développer. On va en parler des évolutions réglementaires. Vous pouvez nous en faire alors un petit point. Si je dis qu'on a un ambroglio, je dirais réglementaire entre d'un côté la définition des biodéchets, de l'autre côté en ce qui concerne les matières fertilisantes et les fameux décrets des socles communs, est-ce que vous pouvez un peu nous dépatouiller tout ça et nous expliquer parce que c'est parfois un peu complexe.
Vous me donnez un rôle de magicien là, mais non, je ne vais pas pouvoir. C'est pas un sujet qui concerne uniquement les litières végétales, puisque c'est un sujet qu'on retrouve depuis de nombreuses années, en particulier sur le tri mécano-biologique. Donc c'est le retour à la terre, comment on peut le garantir. Et donc de fait, on retrouve différents interlocuteurs sur le sujet. Alors on a bien évidemment l'Europe, mais au niveau français, on a 2 ministères qui ne sont pas les mêmes. On a le ministère de la Transition écologique avec la Direction générale de la prévention des risques d'un côté sur la gestion du déchet, puis on se retrouve avec le ministère de la Santé et la Direction générale de la Santé sur les aspects sanitaires avec l'ANSES qui portent des avis. Et donc tant qu'on n'arrive pas à mettre un consensus entre les deux, on se retrouve toujours avec des blocages. Donc là, ce premier nœud, il est identifié. Enfin, pour ma part, il est identifié. Maintenant, il faut trouver la relation interministérielle qui permettra d'avoir un avis définitif sur le retour à la terre. Avec la DGA, elle aussi. Oui, aussi. Alors, ensuite, comment les collectivités, elles, peuvent se mobiliser ? Vous l'avez évoqué, je vais reprendre le sujet des litières minérales. En fait, le sujet des ordures ménagères résiduelles est un vrai problème dans sa totalité. Je vais prendre, parce que j'ai les chiffres bien en tête pour la région des Pays de la Loire, sur la caractérisation des ordures ménagères résiduelles, on a, et on nous dit, mais c'est super, vous êtes une super région, on a 162 kilos par an et par habitant d'ordures ménagères résiduelles. Au niveau national, on est à plus de 240. Donc on pourrait dire bravo, oui, bravo. Sauf que 60% de ce qui est dans ce bac d'ordures ménagères résiduelles n'a rien à y faire. Si on prend le sujet fermenticible de manière générale, donc je ne parle pas bien évidemment litière minérale, sur le fermenticible, on est à plus de 30%. Et ça, ces chiffres, ils sont nationaux, on les retrouve un petit peu partout dans toutes les collectivités. Donc bien évidemment que les collectivités sont intéressées par le sujet du tri à la source, mais pas que des biodéchets, de tous les déchets en réalité, parce que nos seuls exutoires après, quand on est sur les ordures ménagères résiduelles, enfouissement ou incinération. Juste pour mémoire, au niveau européen, nos obligations vont nous apporter le fait d'être à 10% de déchets ménagers à l'enfouissement en 2030. Nous en sommes très éloigné. Donc forcément, tout ce qui va permettre au préalable de sortir du bac des ordures ménagères résiduelles, ce qui n'a rien à y faire, va permettre aussi d'atteindre nos autres objectifs. Donc les collectivités sont très intéressées, mais il nous faut les moyens de mettre en œuvre. Et là, on va parler d'argent. Oui, c'est une question vraiment financière. Il me semblait que les dotations des collectivités, c'était un sujet de discorde, non ? Le service public de gestion des déchets est en souffrance. Partout en France, quelle que soit la collectivité, quel que soit le syndicat, on est en souffrance. On est en souffrance parce qu'on a une augmentation drastique de la taxe générale sur les activités polluantes, donc qui vient gréver le budget des collectivités. De la même façon, on a une augmentation des coûts, mais ça, tout le monde le vit au travers des coûts de transport, des coûts d'énergie, etc. Et donc forcément, ça fait pour le citoyen, qu'il soit à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou sous redevance ou tarification incitative, ça fait une augmentation du coût. Avec un message parallèle qui est continuer à trier parce que sinon ça va coûter de plus en plus cher. Et par rapport aux chiffres que je vous ai évoqués précédemment, le tri, on en est très très loin. Donc forcément, il y a besoin d'un soutien. Il y a une possibilité, c'est ce qu'on appelle les filières de responsabilité élargie du producteur, à savoir, c'est le principe pollueur-payeur. À partir du moment où vous mettez sur le marché un produit, vous devez vous assurer de sa fin de vie par la collecte et par le traitement. Donc on a un nombre de filières de responsabilité élargie du producteur qui ont augmenté grâce à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On pourrait de la même façon envisager que le sujet soit porté vis-à-vis des litières minérales, mais pourquoi pas aussi vis-à-vis des litières végétales pour avoir une contribution qui permettrait aux collectivités d'aller sur le sujet, en particulier avec le développement du tri à la source des biodéchets. Alors, je rappelle encore une fois que cette obligation elle porte sur le citoyen. Les collectivités aident à la mise en œuvre du sujet par les points d'apport volontaires, par la mise en place de composteurs, par la collecte. Chacun choisit. Il n'y a pas une définition sur le sujet de « vous devez être en collecte ». Non, on n'est pas forcément en collecte en porte-à-porte, on peut être en point d'apport volontaire. Et donc, de fait, aujourd'hui, si les messages ne sont pas clairs vis-à-vis de nos concitoyens, en particulier sur les litières végétales, c'est comment faire ? Comment faire ? Parce que si vous mettez simplement « nous pouvons composter » ou « vous pouvez apporter vos litières »,
on va se retrouver dans les collectivités avec des litières minérales qui vont être dans les points d'apport volontaires de biodéchets. Donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'envisager. Donc, il va falloir là aussi, à mon avis, retravailler sur le sujet au niveau des différents ministères qui sont en charge pour qu'on ait un message clair. Les collectivités sont toujours là, elles répondent toujours présent. À chaque fois, quel que soit le sujet, elles répondent toujours présent. Simplement, face à la multiplication des filières de responsabilité élargie du producteur, il faut des messages clairs pour nos concitoyens qui finalement se retrouvent avec une liste colossale sur le frigo. Ça je peux, ça je peux pas, ça comment faire. Il faut des messages clairs, simples. D'accord. Et pour revenir sur le critère prix, Oui. aujourd'hui, mais ça ne concerne pas que les litières, on parle surtout, et vous l'avez très bien exposé, on va acheter sa litière essentiellement minérale parce qu'elle est directement avec un critère prix qui permet de dire j'y vais. Un premier prix, oui, tout à fait. C'est souvent le premier prix. Moi, je ne vois jamais de prix CO2. Ah, on va en parler avec Vincent. Je ne vois jamais Aussi, d'impact d'ailleurs, qui est là. immédiat de dire ma litière, elle me coûte X euros et en CO2, elle me coûte tant. Là aussi, il y a une éducation à faire. Et bon, on est beaucoup à militer sur le principe de l'éducation à l'environnement, mais ce sont ces générations futures pour lesquelles on doit déjà adresser des messages très très forts sur le sujet. D'accord. Stéphanie Daubert, merci d'être là. Vous, qu'est-ce que vous constatez sur votre terrain ? Donc, dans votre commune, qui est une commune, je vais vous la laisser la présenter, enfin, qui est une agglomération de communes, pardon, et je vais vous la laisser la présenter un petit peu, parce que vous êtes entre les deux, vous êtes urbain et en même temps un peu rural. Oui, en fait, donc notre communauté d'agglomération est composée de 5 communes, environ 51 000 habitants. Et c'est vrai que c'est assez mixte rural. On a des communes plutôt urbaines et d'autres communes qui sont plutôt rurales avec beaucoup d'habitats pavillonnaires, des personnes avec des jardins. Et c'est pour ça que nous, on propose plusieurs solutions de tri à la source des biodéchets pour les particuliers. Donc, on a à la fois on vend des composteurs à prix réduit aux particuliers. Donc, on a 2 formats. Ils sont en bois. Pour l'instant, depuis le début de l'année, on en a vendu environ 420. Ensuite, on fait aussi l'installation de sites de compostage partagés en établissement et également ouverts au public. Donc là, c'est plutôt dans des rues. Pour l'instant, on n'en a qu'un. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à implanter puisque nous, on s'occupe de l'installation, de l'accompagnement des référents de sites, mais c'est pas nous qui gérons vraiment derrière le site. C'est pour ça qu'il faut des habitants qui soient assez engagés et qui aient le temps de s'en occuper parce qu'on sait que c'est quand même une gestion importante. Un peu chronophage, c'est ça? Oui, un petit peu. D'accord. Et enfin, on propose aussi la collecte des biodéchets en point d'apport volontaire. Donc pour l'instant, on a un point d'apport volontaire par commune et on va en installer 10 d'ici la fin de l'année 2024. Donc ça va nous permettre de mailler un petit peu plus notre territoire et de pouvoir proposer une solution de tri, particulièrement aux habitants qui n'ont pas de possibilité de composter dans leur jardin, par exemple. D'accord. Est-ce que vous étiez sensibilisé à la question des litières végétales? Alors pas vraiment. C'est vrai que de temps en temps, dans nos points d'apport volontaires, on retrouve de la litière végétale, mais on n'a pas sensibilisé les habitants à ce sujet parce que c'est vrai que, au niveau de la réglementation, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas encore trop clair. Point de vue sanitaire, c'est pareil, on ne sait pas trop les risques qu'il pourrait y avoir. Et puis nous, notre prestataire de collecte ne prend pas en charge la litière végétale. Celui qui composte nos biodéchets ne traite pas la litière végétale. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore communiqué auprès des usagers. D'accord. Donc, du coup, vous leur dites de mettre la litière dans la poubelle grise ou la poubelle marron en leur disant, c'est ça. Oui, pour l'instant, la litière part dans les ordures ménagères. D'accord. Est-ce que, selon vous, on pourrait avoir de meilleures incitations financières pour inciter donc les habitants à être plus actifs en matière de biodéchets et ou éventuellement en matière de litière végétale?
Oui, donc nous, pour l'instant, on est encore avec la taxe, d'enlèvement des ordures ménagères. On va certainement bientôt lancer une étude pour la mise en place de la tarification, incitative, mais on voudrait d'abord mettre en place la redevance spéciale pour les professionnels, avant de s'attaquer entre guillemets, aux particuliers. Donc bon, ça va prendre encore un petit peu de temps, je pense, mais j'imagine que le seul impact financier qu'il pourrait y avoir, il passerait par la tarification incitative, et que les gens payent vraiment par rapport au nombre de déchets produits. Eh ben, je reviens à vous, Jean-Michel Buff. Là, il paraît que vous êtes un très très bon élève dans votre département en matière de tarification incitative. Même dans la région, d'ailleurs. Je Dans la parle de région, département, mais région oui, plutôt, la oui. région des Pays de la Loire, alors il faut savoir, on n'est pas non plus avec un mode urbain, puisqu'on a Nantes, Angers, Le Mans, La Roche-sur-Yon, qui sont et Laval, qui sont les 5 grosses villes. Et on a quand même essentiellement une région qui est fortement rurale. Donc il est plus facile d'implanter la tarification incitative, voire même la redevance incitative en territoire rural qu'en territoire urbain. Et c'est aussi toute la problématique des litières. Oui. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est surtout dans les grandes villes où on retrouve la problématique. Personnellement, j'ai 2 chats, j'ai pas de litière. Parce que j'ai autour de moi la chance d'avoir suffisamment de verdure pour ne pas avoir de litière. Mais en mode urbain, on n'est pas sur le même sujet. Donc on retrouve d'autres problématiques qui ne sont même pas liées à la litière, qui sont liées à la collecte des ordures ménagères résiduelles, qui sont liées au bac jaune, qui sont liées au point d'apport volontaire, qui sont liées à la collecte des biodéchets en mode urbain. Donc effectivement, il y a cette différenciation et on peut se targuer d'avoir un taux qui est proche des 40% du territoire qui est en tarification incitative au Pays de la Loire, mais c'est lié à cette différence entre l'urbain et le rural. D'accord. C'est vrai que dans la salle, on a une collectivité de communes qui est en zone très très urbaine, et j'aurais presque envie, mais quand on sera en question, en question dans le public, d'avoir un peu le ressenti d'une communauté de communes urbaine ou assez urbaine. Hein, tout à l'heure, on en reparlera. Vous, quelles seraient vos recommandations en termes de biodéchets et en termes de litière végétale? J'en ai déjà fait écho tout à l'heure. Il faut un positionnement clair. On ne peut pas avoir un entre-deux permanent. J'ai entendu que certains industriels s'intéressaient au sujet de la litière végétale, étant des producteurs de litière minérale. Ils doivent passer en transition définitive. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement s'intéresser. Il faut sauter le pas. Maintenant, on est sur un univers concurrentiel. Et donc, on le fait dans le cadre de certains éco-organismes aujourd'hui sur le principe du bonus et du malus. Je ne me mettrai pas à la place du législateur, bien évidemment, mais continuer à produire une litière minérale qui est émettrice de CO2 beaucoup plus, bien évidemment, que les litières végétales, continuer à être sur l'exploitation de nos ressources, alors qu'on a de l'autre côté des litières végétales qui sont dans un mode de fonctionnement qui permettent d'éviter. Je suis désolé, mais cette notion de bonus-malus, à un moment, elle doit pouvoir intervenir, mais idéalement au niveau européen. Bien évidemment. D'accord, pas au niveau national. Effectivement, l'initiative Cats for Future promeut, travaille, souhaite joindre des élus au niveau national de manière à ce qu'effectivement la loi puisse changer, voire même travailler à la modification de la définition des biodéchets. Est-ce que par hasard, dans la salle, on aurait des questions sur des questions, des avis, des regards sur cette législation? Alors, j'ai donné le premier aspect qui était la production. Oui. C'est-à-dire modifier l'aspect vis-à-vis du producteur, le principe du pollueur-payeur qui devrait s'appliquer d'une meilleure façon. Maintenant, derrière, il y a d'autres dispositifs qui peuvent se mettre en œuvre pour accompagner. C'est-à-dire, on parlait des collectivités, mais c'est aussi l'accompagnement du citoyen dans son geste de consommation. Et donc là, on est sur un principe d'éducation à l'environnement qui est sur un pas de temps long. Est-ce qu'on a encore le temps? C'est ça le sujet. Et donc, parfois, on est tout le temps en France à être sur deux dispositifs, inciter ou contraindre. Oui.
tout à fait. C'est toujours assez délicat. Voilà. J'entends bien, donc, oui. François-Michel Lambert qui veut. François-Michel Lambert, je vous laisse vous présenter. Oui, François-Michel Lambert. Ancien parlementaire, donc c'est sur cette base que je vais m'exprimer. J'ai la fierté d'avoir voté l'interdiction des voitures thermiques en 2040 sous le gouvernement, c'était le ministre Nicolas Hulot. Depuis, l'Europe a ramené ça à 2035. Et vous venez de le dire, Jean-Michel, il peut aussi y avoir des actions politiques pour contraindre. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'imaginer, dans un temps à définir, l'interdiction de certains types de litières qui sont, et on vient de le voir ce matin dans cette très belle et très intéressante conférence, ces litières qui sont complètement orthogonales aux enjeux de demain. Elles génèrent des déchets, 400 km de bouchons si on les cumulait tous sur une année. Elles génèrent des coûts pour les collectivités et elles génèrent du CO2 qui est l'ennemi mortel de l'humanité. Je partage, François Michel, on est aligné sur le sujet, mais je pense qu'il y a un nœud que j'ai évoqué tout à l'heure qu'il faut d'abord dénouer. C'est cette notion de l'aspect sanitaire et de l'aspect du retour à la terre pour les litières végétales. Et à mon avis, une fois que ce nœud est dénoué, je pense que l'aspect d'interdiction va couler de source. D'accord. Je voudrais lancer en fait le témoignage d'une grande ville de banlieue. Alors, pas n'importe laquelle quand même, puisque c'est une préfecture. Et il se trouve que nous avons en vidéo le témoignage du maire adjoint à la transition écologique de Nanterre, qui est quand même la préfecture du 92 des Hauts-de-Seine, et qui va nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je me présente. Je suis Alexis Martin, je suis maire adjoint à la transition écologique et au patrimoine communal de la ville de Nanterre. Alors, vous me posez un certain nombre de questions. Concernant la conscience de l'enjeu environnemental des litières pour chats et des animaux domestiques de manière générale, alors moi je ne suis pas élu aux déchets, je suis élu à la transition écologique, donc c'est un sujet qui est surtout traité par ma collègue qui est à la ville propre et au zéro déchet. Me concernant personnellement, j'ai une conscience sur ces enjeux-là puisque j'ai un animal domestique en la présence d'un lapin. Donc je vois bien les volumes de déchets que cela génère, les litières du lapin. Je ne suis pas au courant par contre qu'il y a un sujet particulier sur ce thème-là au sein des services et surtout les services aussi du territoire, puisque la compétence de collecte des déchets est une compétence territoriale, donc de Paris-Ouest La Défense nous concernant, et n'est pas une compétence de la ville de Nanterre, même si les services de la ville de Nanterre sont rattachés au territoire et donc c'est les services déchets de la ville de Nanterre réfléchissent sur ce sujet. Pour répondre à la deuxième question, donc comment que pratiquez-vous dans votre commune? Donc comme je vous le disais, c'est une compétence territoriale, donc les consignes sont au niveau territorial. On a des composteurs qui sont distribués aux habitants, donc gratuitement. Il suffit que les habitants fassent la demande d'un composteur, ils peuvent avoir un composteur, mais dans les consignes pour le composteur, il est indiqué que les litières pour animaux domestiques ne doivent pas aller dans le composteur. Alors ça, c'est la théorie. Moi, me concernant, avec mon lapin, je les mets dans le compost, mais c'est un animal herbivore, donc c'est déjà un petit peu différent. Et pour la litière en elle-même, soit je mets de la sciure de bois, soit je mets des pellets de chauffage. Donc voilà, je pense que c'est largement compostable. Donc en tout cas, ça fait effectivement un gros volume dans mon composteur. Mais pour les consignes officielles du territoire et de la ville de Nanterre, les litières doivent aller dans les ordures ménagères. Quelles seraient mes pistes pour résoudre la question de la collecte des litières végétales? Déjà, il faut forcément travailler sur la matière des litières en elle-même, puisque je sais que pour les chats notamment, il y a beaucoup de matières synthétiques, des petites pierres ou je ne sais pas trop en quelle matière c'est, mais des matières qui ne font pas très naturelles. Donc forcément, ces matières-là ne sont pas compostables. Donc il faudrait trouver des alternatives. Je sais que notamment les pellets pour le chauffage peuvent être utilisés aussi pour les chats.
notamment. Donc, ça peut être une piste à développer. Peut-être aussi qu'il pourrait y avoir une piste en dehors du compostage de réutilisation de ces litières pour alimenter des chaudières. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de pistes qui sont explorées spécifiquement aux litières au sein du territoire, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas l'élu en charge des déchets, donc peut-être que ma collègue en charge des déchets a exploré de son côté plus en avant ces pistes-là. On retrouve d'ailleurs juste pour faire un point, la discussion que j'avais avec Alexis Martin était la même que j'ai avec d'autres collectivités. On parle régulièrement avec à peu près 805 collectivités par an. L'idée, c'est qu'en fait, tantôt c'est un problème qui est totalement méconnu. Tantôt, effectivement, les associations ou les chargés de mission biodéchets sont conscients du fait, mais manquent de solutions. Je vais donner la parole à Mickaël qui souhaitait la prendre pour dialoguer, je crois, avec Jean-Michel Buff. Oui, en fait, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le nœud sanitaire qui représente une barrière qu'il faut soulever, qui prendra du temps. Je voulais juste rappeler que les litières végétales, évidemment, sont incinérables et ils produisent une énergie thermique ou la chaleur qui est carbone neutre d'une certaine façon parce que le CO2 émis est récupéré par la nature, la photosynthèse dans les années suivantes et ça peut être constitué à court terme et immédiatement dans les déchets résiduels des foyers comme une réduction par rapport au mâche-fer qu'il faut déposer. Donc il y a quand même une partie de la solution est déjà dans les litières pour chat et l'incinération. Ça va diminuer un peu les déchets qui partent à la déponie après, qui est un des objectifs des 10% que vous avez évoqué tout à l'heure. Et en deuxième temps, peut-être, on va résoudre ce problème sanitaire avec l'expérimentation qu'on va faire en 2025. Tout à fait. Alors, des questions. Elsa, d'abord. Nathalie Fichot, ensuite. Oui, c'est un petit peu complémentaire. Il y a le compostage et il y a aussi dans certaines communes la méthanisation. Oui. Et c'est pareil, on ne sait pas que faire des litières végétales. Est-ce que ça part à la méthanisation ou pas ? A priori, la consigne est non, alors qu'en toute logique, ça devrait. Elle pourrait. Alors, juste 2 points. Mickaël va prendre la parole pour répondre et puis, éventuellement, je compléterai. En fait, la méthanisation est un processus de traitement des biodéchets qui est complètement différent du compostage. Parce qu'en fait, le but là, c'est de générer du gaz méthane qui est utilisable comme source d'énergie. Et ce gaz est généré à des températures beaucoup plus basses, entre 30 et 40 degrés dans la biomasse, donc pas du tout hygiénisant pour la toxoplasmose. Donc il faudrait que le digestat qui reste à la fin de cette méthanisation sera composté, qui des fois c'est fait, notamment l'Allemagne est beaucoup plus accentuée sur la méthanisation que sur le compostage, et les digestats issus de la méthanisation à la fin, donc normalement est composté avec les méthodes comme en France à l'air soufflé ou à l'air aspiré. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci beaucoup Stéphanie.